J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour Corentin. Alors vous êtes professeur, vous êtes auteur de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Et aujourd'hui, on en a parlé déjà, notre journaliste Marie Falicon en a parlé dans son bulletin d'actualité ce matin. Les résultats du dernier classement PISA ont été publiés hier. Alors tous les 3 ans, c'est un test international de référence qui mesure donc la compétence des élèves de 15 ans de l'OCDE. Et pour la France, c'est terrible parce que figurez-vous, enfin vous le savez Lisa Kamen, nous sommes la 7e puissance économique mondiale et nos élèves arrivent 26e en mathématiques et en culture scientifique et 29e en compréhension de l'écrit, alors que nous sommes notamment le pays des médailles Fields, notamment avec Cédric Villani. Comment vous expliquez ce dégringolade véritablement du niveau des élèves français ? Oui, alors tout le monde pousse des O et des A. Moi, je ne suis pas surprise du tout. C'est une dégradation qui n'est pas récente. Ça fait longtemps. L'éducation nationale est un grand corps malade depuis très longtemps. Il n'y a aucune raison qu'il guérisse tout seul comme ça, spontanément. Ça n'arrivera pas. Donc moi, je pense que les causes de tout ça sont multiples. Alors, il faut aussi dire quand même que nous ne sommes pas les seuls. C'est-à-dire que les pays occidentaux, en général, voient leurs résultats se dégrader. C'est un test qui est fait, je crois, dans 85 pays, qui est fait à une échelle relativement réduite, modeste, puisque en France, par exemple, il y a 8000 élèves qui participent au test, alors que nous avons quand même 12 millions d'élèves. Donc 8000 élèves, c'est pas énorme, hein. Par choix, on prend juste une classe d'âge, un certain nombre d'écoles, etc. Mais bon, la chute française est plus importante que celle des autres pays de l'OCDE. Alors, ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont les pays asiatiques, depuis longtemps. Alors, il se trouve que nous avons une école qui est depuis très longtemps versée dans l'idéologie, qu'on a remplacé les contenus, les savoirs, les disciplines par un certain nombre d'activités, on va dire, qui plaisent sans doute aux professeurs et peut-être aux enfants, mais qui sont des activités qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, enfin rien à voir avec la connaissance. Je pense à l'écologie, je pense à l'antiracisme, je pense au féminisme. Moi, j'ai passé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quasiment un après-midi à parler de harcèlement à l'école, puisque c'était obligatoire, à faire remplir des questionnaires à des élèves pour savoir si à la cantine, ils se prenaient pas des petits poings dans la figure par le voisin. Enfin bon, on parle de choses qui n'ont C'est rien à important. voir avec l'enseignement. C'est important, mais il me semble que ça doit se faire école par école, professeur par professeur, et c'est pas à l'État de décréter que pendant une journée, on doit parler de harcèlement avec ses élèves en remplissant des questionnaires qui font plusieurs pages et qu'on doit ensuite renvoyer au rectorat pour savoir s'il y a bien dans son école des élèves qui sont harcelés, comment ils sont harcelés, pourquoi ils sont harcelés, etc., etc. La semaine suivante, c'était la journée de la laïcité. On a ensuite toutes les journées consacrées à l'olympisme, au paralympisme. Bref, et j'en passe et des meilleurs. Et alors Donc justement, évidemment, oui, oui. dites-nous. Allez-y Lisa Non, Kamen. non, évidemment, dans ce contexte, on n'a plus beaucoup de temps pour enseigner. On sait que les élèves ont perdu à peu près 600 heures d'enseignement de français entre les années 80 et aujourd'hui. C'est énorme, 600 heures par an, hein. C'est énorme, ça veut dire que ce sont des enfants, évidemment, qui ne maîtrisent pas la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire. Et quand on ne maîtrise pas sa grammaire, quand on ne maîtrise pas sa langue, on ne peut pas maîtriser les mathématiques non plus. Vous parliez de médaille Fields tout à l'heure. Il y a un monsieur qui est très connu et qui est très intéressant sur ce sujet, c'est monsieur Laurent Laforgue, Oui. et qui est un de nos médaillés Fields. Laurent Laforgue a longtemps voulu améliorer le système éducatif français. Il a voulu participer. Je crois même qu'il a fait partie du Conseil national des programmes, du Conseil supérieur des programmes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Monsieur Laforgue,
explique que dans les pays qui sont les plus performants dans le domaine mathématique, Mmh. et il parlait en particulier de l'Italie, dans lequel il y a beaucoup de, enfin, les enfants réussissent bien en mathématiques. On enseigne finalement assez peu les mathématiques, mais on enseigne parfaitement aux enfants, en particulier dans ce ils appellent les lycées classiques, les licei classici, je ne suis pas italianisante, je ne sais pas si je prononce correctement. On enseigne beaucoup la grammaire, on enseigne dès les petites classes de collège, enfin les premières classes de collège, le latin et le grec obligatoirement, et à partir de la troisième ou de la seconde, enfin l'équivalent là-bas, on enseigne la philosophie antique, puis la philosophie du Moyen Âge, puis la philosophie contemporaine. Donc ce sont des enfants qui, comment dire, qui maîtrisent très bien l'articulation de la pensée, l'articulation du langage. Et finalement, on leur fait faire assez peu de mathématiques jusqu'à l'équivalent du baccalauréat. Et ce sont des jeunes gens qui ensuite sont très performants en mathématiques et qui suivent des études, de bonnes études en mathématiques. Mmh. Donc finalement, ce qui manque aux élèves français, ça n'est pas de faire plus de mathématiques, en tout cas pas comme on les fait aujourd'hui, c'est plutôt de, comment dire, de travailler davantage la maîtrise de la langue. Mmh. En cela, le ministre a raison, monsieur Attal a raison, la méthode de Singapour est très bien faite. Mais alors justement, qu'est-ce Hem, que c'est la méthode oui, de Singapour? Parce que tout le monde en parle. Vous avez parlé du modèle italien, vous dites que le oui, modèle asiatique a du succès, mais parce que tout le oui. monde parle la méthode Singapour, la méthode de Singapour, mais personne véritablement sait ce que c'est. Voilà, le modèle asiatique a aussi du succès parce qu'en Asie, il n'y a aucune mixité sociale ou religieuse ou raciale dans les écoles, hein. Mhm. Ils ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes que nous, hein. Ils ont très peu d'immigration. Les gens qui vont à Singapour, ce sont des gens qui vont travailler à Singapour et qui vont dans les écoles américaines. Euh, Mhm. on n'a pas tout à fait le même public. Bon, à part ça, la méthode de Singapour est une méthode d'enseignement des mathématiques alors là où c'est paradoxal, c'est qu'en fait, c'est une méthode qui est en partie inspirée du modèle français de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, dans laquelle on enseigne les mathématiques en abordant les points complexes dès les plus jeunes classes. Je pense aux fractions, je pense aux quatre opérations, par exemple les élèves de CP apprennent tout de suite à faire des divisions. Alors, on aborde ça de manière très concrète avec du matériel ou avec des dessins, des schématisations. On utilise beaucoup la schématisation pour les problèmes. Alors, c'est une méthode que les enseignants français utilisent parfois sans le savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces astuces-là ou ces procédés-là sans savoir que c'est la méthode de Singapour. Mais le fait de le faire de manière ordonnée et organisée répond effectivement normalement, enfin, ne peut se faire finalement qu'après avoir suivi une petite formation pour bien comprendre quel point aborder à quel moment avec les élèves. Alors, il y a aujourd'hui des manuels qui sont édités en France qui reprennent cette méthode et qui sont tout à fait performants. Mhm. Alors, et justement, vous avez parlé de la méthode asiatique, vous avez parlé de la méthode italienne aussi. Il y a cette méthode, la méthode Montessori. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça permet justement aussi de mieux stimuler les élèves ou pas? Bon, la méthode Montessori, Madame Montessori c'était une Italienne aussi, Mhm. qui a développé une pédagogie s'adressant aux enfants sourds. Mhm. Donc c'est une pédagogie qui est basée beaucoup, beaucoup sur la manipulation de matériel, et c'est une pédagogie dans laquelle Madame Montessori disait «Apprends-moi à faire seul». Donc c'est une pédagogie qui est basée sur le développement de l'autonomie de l'enfant. Mhm. Donc il y a beaucoup de bonnes choses à prendre dans la méthode Montessori. Les méthodes actuelles, les enseignants actuels utilisent aussi, sans le savoir parfois, mais très souvent, la méthode Montessori. De mon point de vue, c'est une pédagogie qui est très adaptée pour les petites classes, les maternelles et peut-être les CP. Mais il faut faire un petit peu attention parce qu'en France, ensuite, les enfants doivent rejoindre un système qui est beaucoup plus classique et qui demande une bonne maîtrise de l'écrit, de la lecture assez jeune, etc. Et la méthode Montessori est basée sur l'autonomie de l'enfant, donc sur un parcours qui est parfois très personnalisé et dans lequel les enfants n'ont pas tous le même rythme. Mhm. Donc c'est bien, la méthode Montessori est bien dans les petites classes, elle est adaptée aux classes maternelles. À mon avis, il faut faire un petit peu attention quand on met ses enfants dans ce système-là, Mhm. qu'ils soient capables de suivre ensuite une scolarité au collège dans de bonnes conditions.
Oui, parce que c'est peut-être trop un cocon, c'est ça, et puis ça peut être difficile après pour les élèves plus tard de s'adapter. Merci Lisa Kamen. Je rappelle, il y a vous parlez de ce test PISA, c'est un test international de référence qui mesure les compétences des élèves de 15 ans de l'OCDE. Et donc on a cette chute terrible. Merci Lisa Kamen. Je voulais quand même revenir là-dessus parce qu'il y a des personnes qui nous ont expliqué qu'il y avait des élèves qui ont décroché et le niveau s'est effondré, notamment à cause de la crise du Covid-19. Alors, est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est finalement seulement une excuse pour justifier la chute du niveau? Mais tous les pays ont subi la crise du Covid, il me semble. Hum, Enfin, on n'est pas les seuls à avoir, confiné nos populations et je me rappelle que le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, monsieur Blanquer, se vantait qu'au contraire, en France, on avait gardé les élèves en classe le plus possible, que nous n'avions pas confiné les enfants, aussi longtemps que les autres et cetera. Donc, si ce discours était vrai, nous devrions nous en sortir mieux que les autres. mhm, Or, c'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. mhm, C'est-à-dire que nos performances, les performances de tous les pays d'Europe, enfin les pays occidentaux, quasiment tous, sont en chute, mais nous, notre chute à nous est encore plus vertigineuse que celle des autres. Donc il me semble que l'excuse du Covid n'est pas une bonne excuse. Hem, je en parle souvent, mais il me semble que l'extrême centralisation du système français fait aussi partie, des problèmes. Et d'ailleurs, l'intervention de monsieur Attal hier, même si, elle est, comment dire? Même si certains points sont tout à fait, justes, hein, dans ce qu'il dit et certaines propositions, sont tout à fait intéressantes, il me semble il continue de proposer des solutions qui sont, archi centralisées. Je pense à cette histoire de classe de niveau. mhm. Sur le principe, moi, je pense que les chefs d'établissement et les enseignants doivent pouvoir mettre en place des classes de niveau s'ils le jugent nécessaire. Mais la manière dont monsieur Attal a présenté cela est la suivante: toutes les classes de sixième, cinquième de France, dans tous les collèges de Mhm. France, devront mettre en place des classes de niveau à la façon du ministre, c'est-à-dire avec 3 groupes. Dans les groupes les plus en difficulté, il ne devrait y avoir que 15 élèves. Alors au passage, je ne sais pas comment concrètement ça peut se passer puisqu'on manque déjà d'enseignants, cruellement. Donc je Mhm. ne sais pas comment ils vont faire pour mettre en place, ce système à la rentrée, sauf à faire comme, comme on en a déjà parlé, c'est-à-dire mettre des professeurs, devant les élèves par Zoom, Mhm. ce Oui. qui n'est à mon avis pas une bonne solution. Mais voilà, donc le ministre a de nouveau présenté des mesures, qui consistent, à appliquer une centralisation, très forte. C'est Mhm. pareil avec, la labellisation d'un manuel. Moi je suis pour qu'on fasse attention aux manuels qu'on fait rentrer dans les écoles, mais de là à penser qu'il faut un manuel unique pour tous les petits Français, enfin ça sonne un peu soviétique, comme solution. Mhm. Bref, Mais alors, je pense que le grand problème de l'école en France aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les parents se dirigent massivement vers les écoles privées, mhm, bah oui. c'est la centralisation parce que les écoles privées, en particulier les écoles privées hors contrat, sont libres de leur pédagogie, sont libres de leurs moyens, sont libres de leur recrutement, sont libres de licencier les professeurs quand ils ne font pas leur travail, sont libres de former les professeurs comme bon leur semble, sont libres d'évaluer les élèves comme elles le souhaitent. Mhm. Bref, cette liberté, en fait, ils n'ont, comme contrainte que l'ordre public, et l'hygiène et la sécurité des enfants et comment dire? L'atteinte d'objectifs de fin de cycle. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, ils doivent apprendre aux élèves de CM2 à lire, écrire, compter. Enfin, il y a des objectifs qui sont définis par l'éducation nationale, auxquels ces écoles-là ne peuvent pas se soustraire, Mhm. mais elles ne sont pas tenues d'appliquer les programmes pour atteindre ces objectifs. Mhm. Et cette liberté-là, bah, vous savez quoi? Elle séduit. Tiens, Mhm. c'est rigolo. Oui. Les gens aiment ça. Donc Ouais. il y a de nombreuses, personnes aujourd'hui qui, même si ces écoles-là sont payantes et parfois assez chères, envoient leurs enfants dans ces écoles parce que finalement ils trouvent la liberté qu'ils ne trouvent plus, dans la pratique, des enseignants, de l'école publique.
Mmh. Alors justement, vous avez parlé de ça, hein, le donner aux chefs d'établissement une plus grande liberté pédagogique, de management et bizarrement, ce que vous dites, c'est que dans les écoles privées, ça attire. Il y a aussi, David Linsner qui a proposé de supprimer la carte scolaire qui assigne à résidence sociale et identitaire et puis aussi, de réformer en profondeur la formation des enseignants pour former un corps d'élite d'enseignants publics. Ça, vous pensez que ce sont des bonnes solutions? C'est-à-dire que ça viendra, évidemment du haut, enfin cette chute, elle vient notamment du dégringolage aussi du niveau des enseignants. Oui, alors sur la carte scolaire, je suis évidemment d'accord avec monsieur Lisnard, puisque, de toute façon, si on comment dire? Si on libéralise, les écoles, si on permet aux gens de choisir leur école privée, publique, hors contrat, sous contrat, peu importe le statut, on de fait, on supprime la carte scolaire. Mmh. On peut Mmh. pas les 2 systèmes ne peuvent pas, coexister. Mmh. Quant à la formation des enseignants, il y a urgence effectivement à la réformer. J'invite tous nos auditeurs à faire un petit tour sur les sites de ce qu'on appelle les INSPE, c'est-à-dire les centres de formation des enseignants du primaire. Ils sont en général rédigés en écriture inclusive. Sur les sites de ces centres de formation, on trouve avant tout des formations liées à la laïcité, à la sexualité, à l'écologie. Mmh. Oui. Très peu de propositions qui sont liées véritablement à la pédagogie ou à la didactique. Mmh. Moi, je pense qu'il faut également libéraliser, la formation des enseignants. Je ne vois pas pourquoi un enseignant n'aurait pas le droit, lui, de choisir le centre de formation dans lequel il souhaite, apprendre son métier. Oui. Je ne vois pas pourquoi il serait tenu d'aller dans un INSPE. Je ne vois pas pourquoi on ne l'autoriserait pas à se former où il le souhaite, pour ensuite tester ses capacités à enseigner, c'est-à-dire organiser un système d'examen, Mmh. qui permette de vérifier que les enseignants aient bien acquis, les connaissances nécessaires à leur enseignement. Mmh. Je ne vois pas pourquoi des écoles comme, l'école professorale de Paris, ou, l'ILFM, l'Institut libre de formation des maîtres, ne seraient pas, financées par l'État, tout comme, les INSPE sont financés par l'État. Mmh. Mmh. Après tout, ce que je prône pour les écoles, je le prône aussi pour la formation des enseignants. Mmh. Et Mais effectivement, il faut revoir d'urgence la formation des enseignants, hein. mais heureusement qu'on a aussi des enseignants, des professeurs bien formés comme vous, Lisa Kamen. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, quand même, La Grande Garderie, aux éditions Albin Michel. Merci. Puis on continuera évidemment à suivre cette chute du niveau qui malheureusement n'a pas l'air d'être finie tout de suite. Merci à vous.